Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Voilà, c'est très bien. Vous êtes monsieur Macron. Interpellé par des syndicalistes, Emmanuel Macron se défend. Mais moi, j'ai pas de leçon à recevoir. Si vous n'aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Et quant aux remarques sur son costume, La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Donnez du travail. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Je fais le tour du Vieux-Port ce soir avec vous. Je vous trouve. Je suis sûr qu'il y a 10 offres d'emploi. Voyez, maintenant, hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Moi, je suis frappé, et c'est pour ça que je le dis avec. Il faut beaucoup de bienveillance et d'attention et de patience. On a eu des manifestants qui ont dit nous, c'est pas la retraite le problème, on veut plus travailler du tout. Pendant longtemps encore, les petites phrases arrogantes d'Emmanuel Macron resteront gravées dans les esprits. Des petites phrases qui semblent lui échapper à l'insu de son plein gré. C'est en tout cas ce qu'on peut se dire, même si c'est peut-être une fausse impression, tant le point commun de toutes ces sorties de route, c'est une forme assumée de mépris de classe. Dès l'introduction de son dernier livre, Le méprisant de la République, Monique Pinson-Charlot procède à une compilation de ces saillies problématiques du président de la République française. Et on peut se demander pourquoi la sociologue des riches s'attarde sur le goût de la provocation d'Emmanuel Macron. On verra dans les minutes qui viennent que ces dérapages ne témoignent pas seulement d'un trait de caractère finalement répandu chez les diplômés des grandes écoles les plus prestigieuses, mais aussi et surtout de la matrice de celui qu'un autre ouvrage, également signé par Michel Pinson, présente comme le président des ultra-riches. Bonjour Monique et bienvenue sur le plateau du Média. Bonjour et puis merci pour cette invitation. Dans la note de remerciement en page 6, tu écris « Il n'est pas simple de se retrouver à écrire seul un ouvrage qui s'inscrit dans la suite de se réaliser à quatre mains avec Michel. » Michel, c'est Michel Pinson, ton binôme à la ville comme à la scène, si on peut dire, qui nous a quittés le 26 septembre 2022. On peut ajouter à ta suite que cela n'a pas été simple, mais que tu y es arrivé. Donc voilà, on aimerait savoir un peu finalement pourquoi ce livre, où tu as trouvé l'énergie pour sortir finalement dans un délai très court ce petit livre d'intervention. C'est-à-dire que j'ai tellement été passionnée par le travail que j'ai partagé avec Michel que c'était impensable de m'arrêter parce que finalement c'est comme une vocation. Je sais pas, on a toujours travaillé tous les deux comme deux moines bénédictins et l'un disparaît après une grave maladie et l'autre essaye de poursuivre. Et c'est beau parce que c'est au fond une forme d'immortalité symbolique pour Michel. Il est toujours là où je suis, il n'est plus là où il était, comme disait Victor Hugo. Mais j'ai eu du mal. Ça n'a pas été évident pour moi au départ de m'y mettre. Mais en même temps, je suis contente d'être arrivée à écrire à articuler, comme tu l'as dit, le mépris de classe, ces petites phrases dédaigneuses qui sont devenues banales, qui ne sont pas un trait de caractère d'Emmanuel Macron, mais qui s'intègrent parfaitement dans la panoplie de la violence de classe, de la violence des capitalistes contre les travailleurs, contre toutes les formes du vivant d'ailleurs, que ce soit humain ou non humain. Donc, en gros, pour toi, le président des ultra-riches et le méprisant de la République, tout cela, ça se tient. Ces petites phrases, ces cadeaux milliardaires, ça va ensemble. C'est en même temps. En même temps, président des ultra-riches et méprisant de la République. Alors, je ne sais pas si le mot que j'utilisais est le bon, mais il y a un souffle anthropologique, voire philosophique dans ce livre d'intervention qui se lit aisément, je le dis à l'usage de ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Par exemple, tu mets en avant la question du rapport à la mort, de l'immortalité symbolique qu'essayent d'atteindre les ultra-riches, que tu compares à la précarité sans fin des pauvres, le rapport à la mort, mais aussi à la retraite, au vieillissement, bien entendu, parce que la bataille des retraites, elle est omniprésente dans ce livre. Tout dans ce domaine met en quelque sorte
à l'abri les riches, les amis du président de la République. C'est-à-dire, il se croit, en tout cas, il essaye de se prémunir quelque part du trépas qui est notre destin commun, du vieillissement, de la retraite, et ils ne peuvent pas finalement comprendre le sens fondamental du repos et de la sécurité qu'on mérite, entre guillemets, quand on a fini de travailler. Pour toi, quelque part, il y a une sorte de scission anthropologique, quelque part. En tout cas, c'est ce que j'ai lu. Oui, c'est bien. C'est une scission anthropologique. On peut dire que c'est une sécession anthropologique. On peut dire que c'est un séparatisme anthropologique. Parce que finalement, ils naissent dans les beaux quartiers, avec des titres de propriété dans la bouche, par exemple, s'ils naissent à Neuilly. Et puis, ils vont grandir ensemble. Ils s'inscrivent dans des dynasties familiales avec des quartiers de noblesse ou des quartiers de bourgeoisie. Toute leur vie est inscrite dans le temps long. Et finalement, au moment de leur mort, c'est un petit peu comme quand le roi est mort, on dit le roi est mort, vive le roi. Et au fond, la mort humaine disparaît au bénéfice de la poursuite de la dynastie, de la continuité dynastique. Et c'est cette idée de l'immortalité symbolique, alors qui est bien sûr symbolique, mais qui vaut mieux qu'un hypothétique au-delà. Et en tout cas, qui vaut mieux que des morts dans les milieux populaires, des morts qui sont dures, qui arrivent après une vie d'insécurité, comme tu l'as dit. Des morts au travail aussi. Des morts au travail, puis une fatigue terrible, et il n'y avait qu'un seul espoir dans la violence du système capitaliste aujourd'hui, puisque il n'y a même pas de repos, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de secteur de l'activité économique et sociale qui échappe à la rapacité des prédateurs. L'enseignement, la santé, l'information, la politique, tout ce qui est l'agriculture, tout ce qui est commun, tout ce qui est notre humanité, aujourd'hui à vocation, y compris nos données personnelles qui sont aujourd'hui financiarisées par les plateformes numériques. Donc plus rien ne leur échappe, la moindre petite plante au fin fond du Sri Lanka a vocation à procurer des dividendes. Et donc au fond, le seul espoir, c'est la retraite. Et si cette retraite recule de 62 à 64 ans, à un moment où le dérèglement climatique qu'on vit aujourd'hui, on est tous en âge autour de ce plateau, le chaos climatique, le dérèglement climatique terrible qui ampute notre avenir. On ne sait pas de quoi sera fait notre avenir. Et donc j'ai essayé dans ce petit livre de tricoter la réforme des retraites, non pas tant d'un point de vue technocratique et avec des chiffres, des démonstrations administratives et techniques, mais de l'articuler précisément, d'en faire un enjeu existentiel et de l'articuler avec justement la violence du dérèglement climatique qui ampute notamment l'avenir des plus pauvres, puisque plus on est pauvre, moins on pourra se protéger du dérèglement climatique. Cette parole qu'on a beaucoup entendue pendant la bataille des retraites, c'est « on vit plus longtemps, on doit travailler plus longtemps ». Et ce que tu expliques, c'est que le travail n'est pas vu de la même manière chez ces ultra-riches et chez les Français du commun, parce que justement, il y a quelque chose qui ressort de l'adrénaline, de la volonté d'exister, du léviathan, quasiment de la quête de pouvoir, qu'ils assimilent, eux, au travail, dans leur cercle, alors que le travail, c'est une usure pour la majorité des gens qui travaillent en dehors de leur petit milieu. Ça aussi, c'est quelque part, c'est anthropologique, philosophique. Oui, c'est très important ce que tu viens de dire. Et on peut observer, à travers ce que tu viens de dire, une évolution du système capitaliste qui est passé d'un capitalisme paternel où les ouvriers... à l'époque, je sais pas, moi, quand j'étais petite, ou après dans les années 50, 60, 70, les ouvriers étaient fiers
de leur métier. Ils avaient de la dignité dans leur travail. Ils fabriquaient des TGV, ils fabriquaient des choses qui étaient essentielles pour le bien-être de nous tous. Et tandis que là, maintenant, avec le néolibéralisme et le management néolibéral, on a tout détruit du sens du travail. C'est-à-dire qu'on n'a même plus, les travailleurs n'ont même plus leur dignité. Et tout est incohérent, que ce soit dans les systèmes de santé, dans l'enseignement, on écoute la radio tous les jours, tout est incohérent. Donc l'aspiration à la parenthèse de vie libre, libérée des managers, libérée des capitalistes, on continuera peut-être à travailler, mais c'est nous qui choisirons ce qu'on veut faire comme travail. Du bénévolat, nous occuper de nos petits-enfants, cultiver le jardin. Voilà, c'est nous qui choisirons. Et cette liberté-là, c'est celle-ci qu'ils veulent nous voler, puisque l'objectif, finalement, si on a bien compris ce qui se passe au niveau de l'Europe, ça sera à terme 67 ans. Alors, tu reviens, donc, on l'a dit, sur la réforme des retraites, qui est passée, en dépit des sondages et de la forte mobilisation sur le terrain. Et peut-être que je m'avance un peu, mais dans ce petit livre, tu vois un signe du mauvais état de la démocratie dans notre pays. C'est-à-dire, cette histoire de la réforme des retraites qui passe malgré tout nous raconte la dégradation, voire la disparition, alors peut-être que je m'avance, de la démocratie dans notre pays. Pour l'expliquer, tu évoques notamment la sociologie de la représentation nationale, de l'Assemblée nationale, et puis aussi du Sénat, où les professions dites supérieures sont largement surreprésentées. Tu parles également du Conseil constitutionnel où régnerait une forme d'entre-soi. Là encore, il y a une sorte de lecture de classe que tu imposes sur le champ. Alors, c'est pas des ultra-riches qui sont à l'Assemblée nationale ou au Sénat, mais c'est pas non plus les travailleurs et les travailleuses qui vont subir l'allongement de l'âge du départ à la retraite. Il y a quelque chose donc de la mal-donne démocratique, d'une certaine manière. Tout à fait. C'est-à-dire que le capitalisme, en se radicalisant, d'une certaine manière, dans la phase néolibérale dont j'ai déjà parlé, avec la financiarisation généralisée, et ce, à l'échelle de la planète, ça fait que il n'y a plus de place, il n'y a plus de possibilité pour les peuples de se révolter. Et pour notre France, pour les classes moyennes et les classes populaires, de se révolter contre ce recul de l'âge de la retraite, il ne peut plus y avoir de démocratie. La démocratie est devenue incompatible avec la violence de classe du capitalisme qui va en augmentant, en s'aggravant, en se radicalisant. J'aime bien, j'ai déjà répété plusieurs fois le mot radical, mais comme on nous critique qu'on est trop radicaux, je trouve que c'est bien de renvoyer aussi un peu l'ascenseur aux capitalistes qui, carrément, eux, sont dans la radicalité de l'exploitation et de la domination de classe. Et on va te dire, mais tu dis qu'il n'y a plus de démocratie, alors que les députés qui finalement auraient pu, puisqu'ils n'ont pas voté, mais en tout cas, le nombre important de députés qui ont quand même validé la réforme des retraites, le nombre important des sénateurs qui ont quand même validé la réforme des retraites sont issus du suffrage universel, direct ou indirect, mais on va te répondre, tu ne peux pas dire qu'il n'y a plus de démocratie vu que régulièrement les gens votent. Oui, alors ça, je ne suis pas sûre d'avoir dit qu'il n'y a plus de démocratie. J'ai dit que la démocratie était menacée, de plus en plus menacée par la radicalité du système capitaliste et par rapport au vote l'élection que revendique y compris le président de la République. Je trouve que les quelques données chiffrées de la sociologue sont bienvenues. Quand on sait que les cadres et les professions libérales représentent 22% de la population active, mais qui sont 72% à l'Assemblée nationale, alors que les ouvriers et les employés qui représentent 47% de la population active ne sont que 5,7%, c'est pas vrai. On n'est pas dans un régime démocratique parce que, évidemment, le fait qu'il n'y ait pas la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés, c'est profondément antidémocratique. Le
fait que les dons financiers pour aider les candidats à se présenter sont défiscalisés, profitent beaucoup plus aux riches évidemment qu'aux plus modestes, que les instituts de sondage appartiennent tous à des milliardaires, que la presse appartient massivement aux milliardaires. Je veux dire, quand la pensée unique est à ce point assourdissante, on se dit on nous parle de pays avec des partis uniques et des oligarques, et nous en France, qu'est-ce qu'on a? Pour moi, on a la pensée unique et des oligarques, dans la mesure où l'oligarchie, c'est bien ce moment-là du système capitaliste où toutes les richesses et les pouvoirs sont accaparés par une petite caste. Ce livre, donc, il est traversé par la bataille des retraites, mais aujourd'hui, finalement, on ne parle plus tellement de cette bataille des retraites. Le texte est entré en application en début septembre et l'actualité est monopolisée par les abayas et les questions qui divisent finalement le gros bloc qui refusait à toute force l'allongement de l'âge de départ à la retraite. C'est-à-dire, il y a quelques mois, on se sentait puissant, parce qu'il y avait 70, 80, 90% des Français ou des actifs qui étaient d'accord sur le fait que le pouvoir avait tort. Mais là, le temps est passé. D'autres débats sont venus fracturer ce bloc populaire, ce bloc qui va majoritaire, extrêmement majoritaire, qui va subir l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Et finalement, notre discussion semble anachronique. Pas du tout. Alors moi, je ne le vis pas comme ça. D'une part, parce qu'il y a ce petit livre qui sort et dont la mission est précisément de montrer à tous ceux qui se sont battus pendant des mois, qui ont beaucoup sacrifié de leur temps, mais c'était aussi de la joie d'être ensemble. C'était des manifestations en unité syndicale, des manifestations avec une détermination absolument inédite, même si les forces policières, quelquefois, nous mettaient beaucoup de larmes dans nos yeux, nous faisaient peur. On se prenait la main les uns les autres, et puis on allait de l'avant. Ce que j'ai vécu, ce sont des choses irréversible. Ça, personne ne nous le volera. Et ça, c'est inscrit. Il y a des effets de cliquet comme ça dans la vie. C'est irréversible. Et quoi qu'il fasse comme manipulation, ce que nous avons vécu restera. Et face au dérèglement climatique, face à cette amputation de notre avenir, notamment pour les classes moyennes et les classes populaires, eh bien, de toute façon, c'est chaque jour davantage qu'on est réactivé. Là, on transpire, on a chaud tous les deux. Et donc, voilà, on sait qu'il faut qu'on réagisse. Et là, ce livre, il est là, c'est beaucoup de chapitres portent des titres de slogans que j'ai notés, comme le mécréant est passé par là, il chose du 49.3, Macron arrête de nous chauffer, la planète brûle, des choses comme ça, plein d'inventivité pour justement faire participer à cette mémoire collective de ce moment unique. C'est unique le moment qu'on a vécu. Et c'est pour ça que je l'ai traité de manière un peu, comme tu l'as dit très gentiment au début de cet entretien, de manière existentielle, anthropologique, profondément sociologique, pour que les lecteurs puissent se dire, voilà, je prends un petit exemple, la réforme des retraites, et avec les analyses des sociologues spécialisés de ces familles les plus riches de France, voilà, je vais sur un petit objet, je vais comprendre le fonctionnement de cette oligarchie. Ils se tiennent tous par la main, que ce soit le fondé de pouvoir de l'oligarchie à l'Élysée, avec les camarades de classe du Conseil constitutionnel, tout ce la Constitution qui est instrumentalisée pour finalement qu'il n'y ait pas de vote au Parlement. Enfin voilà, donc le tableau devrait être sur le plan pédagogique et la transmission qui a été toujours notre combat, Michel et moi. Ce petit livre est là pour ça. Donc la bataille des retraites, tu ne la décrirais pas comme une bataille perdue, comme une défaite, comme un accablement? Pas du tout. Pas du tout. Je suis triste, évidemment, qu'on n'ait pas gagné. Mais eux, ils n'ont pas gagné non plus, parce que c'est des vaincus. Ils ont bafoué la démocratie et ils ont bafoué le peuple, puisque les 3/4 de la population active étaient contre cette réforme. Donc, c'est pas glorieux du tout.
Donc voilà, et nous par contre, si on réfléchit à ce qu'on a vécu, c'est un moment assez unique parce que le 1er mai, moi ça faisait 9 ans que je n'avais pas manifesté avec la CGT, la CFDT et l'ensemble des syndicats réunis. Ça a été un moment d'émotion très fort quand on participe régulièrement au 1er mai. Voilà, là cette année c'était tous ensemble. Et est-ce que c'est un moment qui fera des petits? Est-ce qu'il est enceint d'autres moments qu'on va voir dans les mois, les années qui viennent, à ton avis? Est-ce que finalement il s'inscrit dans une trame, comme on parle de bataille, dans une guerre plus longue qui aura d'autres manifestations assez vite de ton point de vue? Oui, je pense que la bataille pour l'unité, parce que nous on est très nombreux. Et en plus, c'est bien puisque c'est nous qui faisons fonctionner le monde de l'économie réelle. Donc c'est nous les plus forts. Et donc nous, on doit faire exactement comme ça se passe dans l'oligarchie, c'est-à-dire on ne doit pas être divisé. Chacun fait ce qui... Toi, tu travailles aux médias, moi je fais mes petits livres tranquillou chez moi. Et puis après, c'est tous ensemble, avec des instances de coordination comme le média, tout ça, tout ce qui peut se passer. Ça se coordonne et puis ça crée quelque chose. Avec les syndicats, les partis politiques. Chacun s'investit comme il veut, mais il y a des instances de coordination qui viennent créer des dynamiques positives et irréversibles de nos combats. Et ça c'est sacré. Et ça, il faut bien en avoir conscience et se dire que ça vaut le coup. Aujourd'hui que l'habitabilité de la planète est menacée, c'est quand même pas possible qu'on ne soit pas à la hauteur de ce rendez-vous historique. Alors, quelque part, tu as dit dans une vidéo que j'ai regardée que finalement, le monde du travail, les classes populaires et moyennes devraient tirer exemple de la solidarité des riches, que c'est un monde qui est tout aussi dissemblable et traversé de contradictions, peut-être plus que le monde de ceux qui travaillent et de ceux qui sont accablés par la bourgeoisie, mais que ce monde, finalement, a des techniques de mise en solidarité dont on devrait s'inspirer. Voilà. Et justement, la sociabilité qu'on a vécue avec toutes ces manifestations, c'était chouette. Quand la manifestation était terminée, on allait se prendre une petite bière et puis on nous disait « Ah, la prochaine, c'est tel jour à telle heure ». Et voilà, on était repartis. Cette sociabilité avec la joie des chansons. C'est pour ça qu'il y a les chansons sont présentes aussi dans ce petit livre. La joie d'être ensemble, la joie d'être unis, cette joie-là, c'est celle que nous, on a trouvée dans les beaux quartiers. Ils sont toujours dans la joie. Alors, bien sûr, ils ont de l'argent, ils ont des jolis cadres, du bon champagne et tout ça. Mais nous, on peut faire pareil. Et cette joie-là, elle va permettre à la mayonnaise populaire d'être bien ferme, que les syndicats restent encore unis pour longtemps, les partis politiques aussi, chacun dans leurs différences, mais tous ensemble quand il y a des luttes comme ça, essentielles, existentielles, comme la réforme des retraites. Je voudrais qu'on reparle un peu du mépris d'Emmanuel Macron, le méprisant de la République, parce qu'on a parlé donc finalement de techniques sociologiques qui permettent de souder un monde. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du psychologique dans sa manière d'assener ces phrases pleines de violence toujours aux mêmes victimes, c'est-à-dire aux classes populaires, aux chômeurs, aux gens qui devraient juste traverser la route si c'était un peu moins feignant, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre du psychologique, d'une sorte de construction qui vise à te déprécier pour que toi aussi, finalement, tu te déprécies? Parce que nos sociétés sont hiérarchisées depuis des millénaires. Et donc, quand le chef dit quelque chose, c'est que c'est peut-être pas tout à fait faux. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui se joue. Le mépris d'Emmanuel Macron, quelle est son utilité politique pour son monde? Alors, je dirais que l'instrumentalisation de la psychologisation du social, en faisant tout ce que tu viens de dire à l'égard des travailleurs, des gens qui ne sont rien, des derniers de cordée, c'est en réalité, il y a plusieurs raisons qui sont à l'origine de ces phrases dédaigneuses. C'est d'une part, par une apparence comme ça psychologique,
de bien mettre à l'écart les logiques sociales qui sont au cœur du capitalisme. Et puis, deuxièmement, je dirais que c'est une façon d'écraser, d'humilier, de tétaniser, de sidérer, de rendre impuissant toute forme de révolte et de contestation. Et quelque part, mais justement, pour éviter que ça marche, il faut opposer donc à ces phrases de mépris un discours de dignité et des pratiques qui rappellent chaque jour la dignité du monde du travail et du monde de la France d'en bas, si on peut dire ainsi. Alors, une fois de plus, se pose la question des médias. Hein. Je t'évoquais le feuilleton de l'abaya qui semble prendre en otage notre champ médiatique. Et dans ce livre, tu racontes comment tu as été subtilement censuré par l'émission Célébdo présentée par Ali Badou sur France 5. Alors, c'est pas l'émission la plus radicalement outrancière. C'est une émission finalement de centre-gauche bien propre sur elle. Tu y es passé, mais tu as été victime d'une censure assez fine, assez fine pour ceux qui n'ont pas vu l'émission en train de se faire. Est-ce que tu peux nous raconter ? Eh bien, c'est une émission donc, à laquelle je suis invitée parce qu'on vient de publier avec Michel, le président des ultra-riches, sur Emmanuel Macron. Et je suis invitée avec Nicolas Domenac et Maurice Safran, deux journalistes de Challenge qui ont publié eux aussi un livre sur Emmanuel Macron le même jour que nous. Macron, poète ou tueur, quelque chose, je ne me rappelle plus exactement du titre, peu importe. Et donc, eux commencent à passer sur le plateau. Et puis moi, pendant ce temps, je reste avec leur attaché de presse dans la salle d'attente. Et puis, à un moment donné, je suis invitée. Donc, je pense être évidemment, comme eux, seuls avec Ali Badou, Jean-Michel Apathy et deux autres femmes dont je n'ai pas mémorisé, mais les noms sont dans le livre. Et non, mais non, eux deux restent aussi. Donc, je me retrouve, en fait, la seule femme on va s'en prendre à moi, quoi. On va me poser des questions. Tu es dans la cage au lion. Je suis dans la cage au lion. Alors, évidemment, c'est Maurice Safran me reproche tout de suite de ne plus être une chercheuse, une sociologue relevant de la science, mais une militante engagée. Et alors, évidemment, je lui fais remarquer que lui... Ils ont fait Nicolas Domenac et lui, pas une dédicace, une exergue de remerciement, voilà. Un truc de remerciement pour Claude Perdriel, qui est le propriétaire de Challenge, qui les emploie ils sont journalistes de Challenge. Alors, Challenge qui fait le classement des Français les plus riches. Voilà, des Français les plus riches. Donc, je trouvais qu'ils n'étaient pas bien placés. Enfin bref, j'arrivais pas à parler. De toute façon, on me coupait tout le temps la parole. Et ma chance, au final, a été que Acribed s'est intéressée à ce qui s'est passé à cet entretien. Et Pauline Pernaut a décidé de faire un décryptage complet, seconde par seconde. Et à un moment donné, elle s'aperçoit, flac, qu'il y a une coupure. Alors, elle me téléphone, elle me demande qu'est-ce qui s'est passé, voilà, et je raconte cela. Et donc, c'est ça aussi la censure, c'est-à-dire que c'est pas une censure totale, mais on vous met en difficulté pour parler. J'ai parlé très peu de temps, je sais pas, elle le dit. Tu as parlé très peu de temps et une partie de ce temps a été quand même caviardée. Voilà, c'est ça. Et on espère on verra avec ce livre si oui, j'espère. Si la censure fonctionnera ou bien si tu seras invité et pas caviardé. Est-ce voilà. que ça s'annonce sous de bons auspices ? Moi, de toute façon, je suis une fille optimiste et j'estime que j'espère qu'il y aura un succès populaire autour de ce petit livre. Voilà, chaque fois que je fais des rencontres depuis que je l'ai fait, ça va très bien. Non, je parle de la réception médiatique. Voilà. Est-ce que cette fois-ci... Quelquefois, la réception médiatique peut se déclencher quand il se passe quelque chose autour d'un travail. Et notre travail à Michel et moi, depuis 1986, c'est presque 30 livres, je crois, j'arrive plus à compter, presque 30 livres qu'on a écrits ensemble. Et malheureusement pour eux,
toujours en phase avec l'actualité. Et donc, forcément, la visibilité de ce travail ne fait que s'accroître, et c'est bien. Alors, cette histoire me sert de transition pour qu'on évoque notre actualité à nous. Dans la deuxième partie du mois d'octobre, le média va se lancer sur le petit écran, à la télé, tout en continuant d'être présent sur YouTube et les plateformes numériques. Notre objectif est de faire découvrir les médias indépendants sur le territoire absolu des médias traditionnels, des médias des milliardaires, puisque vous savez que les chaînes d'infos sont contrôlées par un certain nombre d'oligarques. Et je voulais t'interroger sur la perception que tu as des médias indépendants qui fleurissent depuis un certain nombre d'années, notamment grâce à Internet. Est-ce qu'ils aident? Est-ce que nous, de ton point de vue, est-ce que nous aidons le combat? Est-ce que notre présence permet... pas d'équilibrer, mais au moins d'infléchir un petit peu le rapport de force. Ah bah oui, vous êtes, heureusement que vous existez, heureusement que vous êtes là. Et justement, on est là. Hein, sinon, ça serait le déni de présence, ça serait l'absence totale de la parole. Alors, dans la question, je vois bien à ton petit regard malicieux que tu as une petite idée derrière la tête, que tu te dis elle doit penser ça. C'est-à-dire que les choses sont jamais toutes blanches et toutes noires. Et donc, plus on travaille sur la radicalité du capitalisme, plus on donne des informations sur la fraude fiscale des plus riches, plus on donne des informations comme ça sur, on analyse, paf, la réforme des retraites, ou bien un autre livre, paf, on analyse les châteaux classés monuments historiques en se demandant qu'est-ce qui est classé, est-ce que c'est le château ou le châtelain, voilà. Eh bien, on apporte des connaissances. Si vous êtes là, s'il y a des médias pour populariser la parole de ceux qui donnent les informations, qui créent les idées, voilà. Mais en même temps, on les aide à affiner leur domination de classe, l'exploitation de classe, la domination sans partage, la prédation. Et ça, il faut qu'on ait toujours ça dans nos têtes et essayer que ce qu'on fait soit irrécupérable. Et pour ça, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que la transmission à travers des médias divers. Moi, je fais beaucoup de rencontres en France. Alors, ok, c'est chronophage et c'est moins efficace qu'une émission où il y a 500 000 téléspectateurs. Mais au moins, il y a le contact direct. Voilà. Et ça, c'est très important. Donc non, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il faut se multiplier. Et se dire que sinon ça serait épouvantable. Merci beaucoup Monique d'être venue nous voir à l'occasion de la sortie de ton dernier livre, Le méprisant de la République, qui paraît aux éditions textuelles dans la collection Petite Encyclopédie Critique. Merci aussi à vous d'avoir regardé cette émission. Je le rappelle, dès ce jeudi 7 septembre, nous sommes engagés dans une importante campagne de levée de fonds qui doit nous permettre de mobiliser des moyens pour être diffusés à la télévision suite au conventionnement de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français. C'est important, c'est sur la plateforme KissKiss Bank que ça se passe. Le lien est en description et vous pouvez aussi cliquer ici. Donner, susciter des vocations de donateurs. Mettons en place ensemble une alternative aux chaînes d'infos des milliardaires.